Est-il trop tard pour la diplomatie lorsqu'il s'agit des efforts visant à arrêter les théocrates islamistes tyranniques en Iran? Alors que l'administration Trump continue d'essayer la diplomatie, les forces militaires américaines sont déployées ouvertement dans la région pour menacer d'une reprise des frappes menées contre Téhéran l'été dernier. La question n'est pas tant de savoir si des discussions avec un régime qui n'a aucune intention d'abandonner ses ambitions nucléaires ou son soutien au terrorisme peuvent réussir. Il s'agit plutôt de savoir si un président qui est arrivé au pouvoir en promettant de ne pas s'engager dans des guerres au Moyen-Orient utilisera la force pour s'assurer que les mollahs ne soient pas seulement contenus, mais renversés. Cette semaine dans Think Twice, avec le diplomate chevronné Elliott Abrams, nous décryptons la politique étrangère américaine à l'ère de Donald Trump. Bonjour et bienvenue dans Think Twice. Aujourd'hui, nous avons une conversation importante à vous proposer avec le diplomate chevronné et auteur Elliott Abrams au sujet de la politique étrangère de l'administration Trump. Mais avant de commencer l'émission d'aujourd'hui, je veux vous rappeler, comme toujours, que vous nous écoutiez sur l'une des plateformes de podcast ou que vous nous regardiez en direct sur Facebook, Twitter ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci d'aimer et ou de vous abonner. Pour Think Twice, cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et laissez-nous de bons avis. En plus de Think Twice, je partage chaque jour avec vous, dans le podcast de Jonathan Tobin, des actualités et analyses sur les questions majeures d'aujourd'hui. Vous pouvez retrouver l'émission quotidienne sous Jonathan Tobin Daily sur la chaîne JNS ou que vous écoutiez vos podcasts. Passons à l'émission d'aujourd'hui. Qualifieriez-vous un président qui a bombardé des installations nucléaires iraniennes, envoyé des troupes au Venezuela pour capturer son président narcoterroriste et qui essaie de convaincre le Danemark de vendre le Groenland d'isolationnistes? Ironiquement, beaucoup de soi-disant intellectuels voient encore Donald Trump ainsi. Définir ses politiques « America First » a toujours été autant une question de projection pour beaucoup de ses partisans que pour ses opposants. Mais il est clair que lors de son second mandat, Trump n'hésite plus à intervenir à l'étranger lorsqu'il estime que cela est cohérent avec la défense des intérêts américains. Cela ne fait pas de lui un néoconservateur, un terme autrefois significatif, mais devenu synonyme depuis 20 ans du soutien aux guerres ratées en Afghanistan et en Irak et à l'imposition de la démocratie à des pays qui n'en veulent pas. Mais un président qui a promis au peuple iranien que de l'aide allait arriver, peut-il se permettre de le trahir en concluant un accord avec ses oppresseurs? Mais même s'il veut renverser le régime islamique, est-ce vraiment quelque chose que les États-Unis peuvent accomplir avec ou sans l'aide d'Israël? Plus précisément, une politique étrangère américaine qui semble fondée sur un mépris des institutions multilatérales comme l'ONU, ainsi que des alliés européens traditionnels de Washington, peut-elle surmonter la résistance? La situation devient-elle difficile pour l'establishment de la politique étrangère des deux côtés de l'Atlantique? Le Conseil de la paix de Trump apportera-t-il réellement la paix à Gaza ou ailleurs? Et une stratégie de sécurité nationale qui se concentre davantage sur les Amériques ainsi que sur la nécessité de confronter ou de contenir la Chine plutôt que sur l'implication au Moyen-Orient réussira-t-elle? Pour en discuter, nous accueillons aujourd'hui un diplomate chevronné, également observateur avisé de la politique étrangère américaine. Elliott Abrams est chercheur principal en études sur le Moyen-Orient au Conseil des relations étrangères et président du Tikva Fund. Il a eu une longue carrière dans la politique étrangère, ayant servi sous les administrations Reagan, George W. Bush et Trump, et il est l'auteur de plusieurs livres, dont Tested by Zion, The Bush Administration et The Israeli-Palestinian Conflict. L'influence de la foi et Faith or Fear, How Jews Can Survive in a Christian America, Realism and Democracy, American Foreign Policy After the Arab Spring et, si vous le voulez, Rebuilding a Jewish Peoplehood for the 21st Century. Elliott Abrams, bienvenue à nouveau dans Think Twice. Je suis très heureux d'être de retour. Eh bien, Elliott, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous rejoindre aujourd'hui. Je veux aborder la question qui inquiète tous ces derniers temps. Quelle suite entre les États-Unis et l'Iran? Je ne vais pas vous demander de prédire si les États-Unis et l'Iran vont parvenir à un accord ou si, comme en juin dernier, les États-Unis attaqueront l'Iran. Mais pensez-vous que la diplomatie en cours entre les deux pays est conçue pour réussir?
Et comment définiriez-vous une bonne issue à ces discussions en supposant qu'elles soient possibles? Et un accord durable avec Téhéran est-il même possible? Il y a des oui et des non, laissez-moi expliquer. Je pense que les négociations, au moment où nous parlons, ont déjà, pour l'essentiel, échoué. Et ils n'ont eu qu'un seul tour de négociation. Et même si les Iraniens ont déclaré après cela que énormément de progrès ont été réalisés, en réalité, le côté américain était beaucoup moins positif. Et je crois que c'est le vice-président Vance qui a dit qu'il n'accepte aucune de nos lignes rouges. Donc, vous savez, le président aime toujours négocier les choses puis proclamer la victoire. Et je crains toujours qu'il puisse faire ça ici, mais je pense que c'est très très difficile pour plusieurs raisons, dont l'une est l'accord de Vienne. Ce n'est pas comme s'il partait de zéro ici. Il y avait un accord qui était limité dans le temps et qui ne traitait que des questions nucléaires. Et il fait partie des nombreuses personnes, en particulier des républicains, qui l'ont qualifié de grande catastrophe. C'est ce qui s'est passé. Donc, pour qu'il accepte les conditions que l'Iran propose, eh bien pour 3 ans, évidemment 3 ans, parce qu'après il ne sera plus là, nous n'enrichirons pas d'uranium et ensuite nous n'enrichirons pas beaucoup d'uranium. Mais nous ne parlons ni des missiles ni des groupes terroristes par procuration. Je ne pense pas qu'il puisse accepter cela parce qu'il sait qu'il serait ridiculisé par de très nombreux Américains pour avoir accepté en substance ce qu'a accepté Barack Obama. Alors pourquoi le fait-il dans ce cas? Et je pense, vous savez qu'il y a une chance sur 100, je dirais, dans son esprit, qu'après les attaques de l'année dernière par les États-Unis et Israël et les problèmes internes qu'ils rencontrent actuellement, le régime accepterait quelque chose de réel. Je pense qu'en grande partie, les Arabes disent « n'attaquez pas, n'attaquez pas ». Et je pense qu'il veut pouvoir dire « regardez, nous nous sommes mis autour d'une table et nous leur avons parlé. Nous leur avons donné des portes de sortie. Ils sont impossibles. » Comme il l'a fait l'été dernier. Oui, on a essayé. Et de toute façon, s'il devait frapper, disons, fin février, vous savez, à partir du jour où tout a commencé, il lui fallait environ 2 semaines pour mettre toutes les forces américaines en place. On dirait qu'elles seront en place d'ici, disons, le 20 février. Je veux dire, ce serait amusant, incroyable. S'il attaquait pendant Pourim, une fête qui rappelle la Perse. Oui. Oui. Qui arrive. Donc je pense, comme tu l'as dit, tu sais, on fait des estimations ici. On devine. Je n'ai aucune information secrète. Mais je pense qu'il est juste de dire qu'il ne peut pas y avoir d'accord négocié acceptable parce que le régime n'est pas prêt à l'accepter. J'ajouterai juste une chose. Ils sont particulièrement réticents à accepter un accord raisonnable maintenant, de peur que cela ne paraisse comme une faiblesse après que toute la population se soit soulevée contre eux. Ils penseront qu'ils ne peuvent pas se permettre de paraître faibles en acceptant des compromis avec les Américains. Avant de commencer, une petite invitation. Le sommet de politique internationale du JNS de 2026 aura lieu en avril prochain. Il se tiendra du 15 au 17 avril, une fois de plus, au Waldorf Astoria à Jérusalem. J'y serai et j'espère que vous vous joindrez à nous aussi. Vous pouvez visiter jnssummit.org pour vous inscrire et découvrir la liste des intervenants. Ce groupe est exceptionnel et en vaut vraiment la peine. J'ai hâte de vous rencontrer à Jérusalem en avril prochain. Je veux parler... À propos de cette question, vous savez, la survie du régime dans un instant. Mais d'abord, laissez-moi vous demander, vous savez, ils ne veulent pas paraître faibles, mais s'ils se font écraser à nouveau, comme en juin dernier, je veux dire, et ils ne peuvent pas vraiment espérer une issue favorable à une confrontation militaire avec les États-Unis, ou les États-Unis et Israël, ou n'importe quelle combinaison des deux, est-ce que ça ne les mettrait pas dans une position encore pire qu'actuellement, alors qu'ils sont censés, vous savez, avoir peur de paraître faibles?
Eh bien, oui et non. Je veux dire, d'un certain point de vue, bien sûr, leur programme de missiles et leur programme nucléaire seront probablement dans un état encore pire. Et leur économie pourrait être encore pire. Et peut-être que certains d'entre eux, individuellement, leur direction sera dans un état encore pire. Mais vous savez, comme l'autorité palestinienne, l'OLP, l'AP, aiment utiliser des mots comme fermeté. Nous ne céderons jamais. Nous ne ferons jamais de compromis. Donc, ce qu'ils diraient au peuple iranien, c'est que nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes prêts à faire la guerre. Nous sommes prêts à subir des représailles. Cela ne renversera pas le régime. C'est-à-dire, disons que nous anéantissons tout ce qui reste de leur programme nucléaire et qui a été reconstruit depuis juin dernier. Et nous infligeons d'énormes dégâts à leur programme de missiles. Ils ne les utilisent pas pour le maintien de l'ordre. Si c'est ce que nous faisons, je veux dire, ce sont des cibles extrêmement importantes. Mais le régime aura montré sa, obstination sanglante. Eux appelleraient ça de la fermeté. C'est sans doute un avertissement au peuple iranien. Nous sommes là, nous sommes toujours là. Et nous avons les moyens de faire ce que nous avons fait en janvier, c'est-à-dire que nous avons la volonté et les armes pour tuer des milliers et des milliers de citoyens. D'un point de vue interne, ils ne sont pas affaiblis immédiatement. La question serait par exemple l'impact économique sur le reste de l'année. Trevor. Oui, c'est un point très important, parce que je ne pense pas que beaucoup d'observateurs les considèrent de la même manière que nous. Pas seulement l'autorité palestinienne, mais aussi le Hamas, qui considère la guerre avec Israël comme une lutte générationnelle, voire multigénérationnelle. Et peu importe vraiment s'ils perdent encore, parce qu'ils pensent qu'ils vont gagner dans 100 ans. Si l'Iran et ses dirigeants partagent cette pensée, cela a évidemment des conséquences. Maintenant, beaucoup des attentes autour de la confrontation actuelle avec eux tournent autour des idées que nous venons d'évoquer, de changement de régime à la suite des manifestations massives contre le gouvernement islamique qui ont été brutalement réprimées. Et après que Trump ait promis au peuple iranien que de l'aide était en route, quel serait l'impact sur la capacité de Trump à mener une politique étrangère réussie durant les 3 années restantes de son mandat? Si, à ce sujet, il effectue un recul sur l'Iran semblable à la ligne rouge d'Obama. Tout est lié à tout le reste. Et vous savez, nous avons tous dit, du côté positif, que, par exemple, la brillante performance dans Midnight Hammer, la brillante performance militaire au Venezuela, doivent servir de leçon à Xi Jinping et à Poutine sur sa volonté d'utiliser la force et sur les exceptionnelles capacités de l'armée américaine. Vous savez, la médaille a 2 faces. Et s'ils semblent reculer, en particulier face aux menaces de l'Iran, et ils ont menacé, par exemple, de nuire à votre économie, de fermer le détroit d'Ormuz. S'ils reculent et acceptent l'accord de Vienne version 2, cela a un impact sur tout le monde, et en particulier sur des ennemis comme la Russie et la Chine, suggérant, il fera ce qu'il peut du jour au lendemain. Parce que si vous pensez aux 3 fois où il a utilisé la force, Soleimani, Midnight Hammer, Venezuela, d'une certaine manière, c'est terminé quand il l'annonce. Et il pourrait conclure, vous voyez, ici, il y avait une possibilité que ça dure 2 jours, 4 jours ou 10 jours, il ne le ferait pas. Et ce serait une conclusion très dangereuse à tirer pour eux, dangereuse pour nous. Oui. Comme vous venez de le mentionner, vous savez, le geste quelque peu surprenant de Trump contre le Venezuela lorsqu'il a capturé son dictateur. Mais il a ensuite essentiellement permis à un régime socialiste destructeur, allié à notre ennemi, de survivre, simplement sans Maduro, en continuant sous son vice-président. Cela nous donne-t-il un aperçu de ce qui pourrait se passer avec l'Iran? Ou bien ce genre d'opération suivie d'une décision d'éviter un changement de régime n'est-il pas vraiment comparable à ce qui est possible à Téhéran? C'est une question très difficile. Et le Venezuela est, vous savez, en comparaison, une cible beaucoup plus petite.
Il a environ un tiers de la population et il est beaucoup plus proche des États-Unis. Et vous savez, j'ai parlé à des gens qui disaient « Pourquoi ne pouvons-nous pas aller attraper Khamenei ?» Et vous savez, pour commencer, Téhéran n'est pas une ville portuaire. Si vous allez faire ça depuis la mer, vous savez, ça compte. Jimmy Carter l'a appris à ses dépens en allant à des centaines de kilomètres à l'intérieur de l'Iran. Mais je pense que c'est inquiétant pour le peuple iranien que le président serait prêt à accepter le même régime avec quelques changements de politique. Jusqu'à présent, c'est là où nous en sommes au Venezuela. Maintenant, peut-être que cela changera. Et le secrétaire d'État Rubio en particulier a parlé de transition et d'élection. Nous avançons terriblement lentement. Mais je veux dire, cela devrait, je pense, être la préoccupation de beaucoup d'Iraniens. Il y a d'autres façons pour l'ayatollah de partir. Vous savez, il est vieux et malade et il peut quitter ses fonctions en mourant, de mort naturelle. Cela ne va pas changer les choses, il y a d'autres mollahs comme lui. Ce n'est pas comme s'il était la seule personne capable de diriger ce régime. Non, bien que je doive dire, je pense, vous savez, que c'est fondamentalement une théocratie. Et je ne pense pas que ce sera différent après sa mort. C'est-à-dire, il est le guide suprême. Pour des gens comme Soleimani, qui étaient dans leur système une très grosse pointure, le guide suprême peut toujours donner un ordre. Non, tu ne feras pas ça. Et cela a été respecté. Je ne pense pas qu'ils auront un autre guide suprême. Je pense qu'ils auront, oui, ils auront un autre mollah et il sera un ayatollah. Mais je pense que ce sera plus proche d'une dictature militaire. Je ne pense pas que celui qui sera nommé guide suprême pourra simplement donner des ordres avec l'assurance absolue qu'ils seront suivis. Tu ne feras pas ça, tu feras ceci. Parce qu'il n'y a plus personne avec ce genre de prestige dans le système. C'est intéressant. La République islamique n'a connu qu'une seule véritable transition de pouvoir en 46 ou 47 ans d'histoire. C'est une question ouverte. Je suis sûr qu'il y a peut-être quelques jeunes mollahs qui pensent pouvoir devenir guide suprême, mais tant que cela n'arrive pas, on ne sait pas. Non, on ne sait pas. Je veux dire, Khamenei lui-même n'était pas un grand chef religieux. C'était un ayatollah promu trop vite. Ou ces gens à ce niveau-là, je veux dire, ils sont tous comme les membres du Sénat américain qui se regardent dans le miroir et les s'envoient un futur président. Mais c'est une analogie intéressante parce que c'est comme si le sénateur qui est 50e en ancienneté devenait président du Sénat. Il n'était pas si haut placé en tant qu'ayatollah ni très distingué, mais il a été choisi. Et il n'y a pas 1 million de candidats. Chaque gouvernement dans la région, en Europe et ici aussi, le département d'État, la CIA ont fait leurs analyses pour déterminer qui sont les plus susceptibles de réussir. Mais je pense, des gens ont dit que cela ressemblera davantage au Pakistan. Et je pense que c'est juste comme une dictature militaire avec une sorte de façade de religiosité. Est-ce que cela le rend plus malléable ou est-ce parce que c'est quelqu'un issu d'un milieu militaire ou d'un genre de milieu terroriste militaire avec le CGRI? Je pense que cela deviendra une question très importante, sauf si le régime est renversé. Je vais vous donner un peut-être ferme. Ils ne seront pas aussi motivés par la théologie. Mais regardez, l'idéologie communiste, le marxisme-léninisme, n'est plus vraiment l'idéologie directrice en Russie. Pourtant, elle est aussi féroce et agressive qu'elle l'était sous les soviétiques. Donc, je suppose qu'on pourrait dire à peu près la même chose à propos de la Chine. Donc, je ne dirais pas qu'on puisse supposer qu'une dictature militaire, l'Iran, ce régime avec un ayatollah faible, se comporterait mieux du tout. Oui.
Ensuite, j'aimerais avoir votre avis sur l'initiative du Conseil de la paix de Trump. Il a dit que ce n'est pas une tentative de remplacer l'ONU, mais donner à Trump la possibilité de contourner l'ONU semble en être le principal objectif, non? Oui, mais je pense que tout cela est franchement absurde. Et je ne pense pas que cela va aboutir à quoi que ce soit. Aujourd'hui, le Conseil de la paix, le jour où toi et moi parlons, s'est réuni à Washington pendant quelques heures. Le président a pris la parole et a prononcé le genre de discours qu'il fait habituellement, abordant plusieurs sujets. Tous les autres étaient limités à 2 minutes. C'était donc le spectacle de Donald Trump. Certains engagements ont été annoncés. Le président a annoncé 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars. Le Congrès devra allouer les fonds. Le fera-t-il? Impossible de le savoir. L'Indonésie a annoncé l'envoi de ses 8000 soldats. Mais personne, littéralement personne, n'a proposé de troupes qui combattraient ou désarmeraient le Hamas. Je pense qu'au niveau, disons, du terrain, ces activités à Gaza peuvent être utiles. C'est-à-dire, j'ai beaucoup d'estime, par exemple pour Mladinov, le diplomate bulgare qui va jouer un rôle important dans ce qu'ils appellent maintenant. Le comité exécutif de Gaza, qui est 2 niveaux en dessous du Conseil de la paix, comité exécutif du Conseil de la paix, comité exécutif de Gaza, et puis cette commission ou ce comité national palestinien, et peut-être qu'ils pourront faire quelque chose de bien. Ils semblent être des ingénieurs et des professionnels. Et s'ils se consacrent à la restauration des services publics, de l'eau, des égouts, des routes, cela fera du bien. Mais tout cela reste futile tant que le Hamas n'est pas désarmé. Et le Conseil de la paix ne va pas procéder au désarmement. Je veux dire, le Conseil de la paix. Quand va-t-il même se réunir à nouveau? Et nous savons qu'il a une durée de vie de 3 ans parce que le président Trump s'en est autoproclamé le chef perpétuel. Eh bien, peu importe qui sera le prochain président, il va le marginaliser, j'en suis certain. Donc, je ne pense pas que nous devrions le considérer comme un acteur sérieux. Et je pense que la question fondamentale demeure. La reconstruction de Gaza ne peut pas avoir lieu sans le désarmement du Hamas. Et personne ne se propose de désarmer le Hamas, sauf, vous savez, à la fin, les FDI. Oui, eh bien c'est justement la seule chose que le Conseil de la paix est censé faire, c'est-à-dire transformer le cessez-le-feu à Gaza en une paix permanente. Nous savons que le Hamas ne va pas remettre le pouvoir ni réellement se désarmer. Tout échouera à moins que Trump n'autorise Israël à éliminer le Hamas, mais je doute que les États-Unis ou le gouvernement israélien, qui ne souhaite sans doute pas une autre guerre avant les élections de cette année, soient favorables à cela. Alors, est-ce qu'on va juste passer le reste de cette année à regarder le Hamas s'installer et reconstruire son infrastructure dans les parties de Gaza qu'il contrôle encore? Oui, mais nous allons aussi regarder Israël attaquer cela. Et ils le font régulièrement. Ils le font presque tous les jours. Je pense que c'est choquant pour beaucoup d'Américains de voir ce qui est encore là. Par exemple, dans les tunnels. Mais oui, je pense que, vous savez, nous avons des élections. Israël a des élections. Cela nous amène à novembre. L'année est presque terminée. Donc je pense que ce que nous avons vu ces derniers mois, depuis le soi-disant cessez-le-feu, c'est ce que nous verrons pour le reste de l'année. Le Hamas met tout en œuvre pour introduire des armes par drone ou tout autre moyen disponible. Israël attaque dans la moitié de Gaza qu'il ne contrôle pas pour empêcher la reconstruction du Hamas. La vraie question est de savoir si un progrès positif peut avoir lieu dans la partie un peu plus grande que la moitié de Gaza qu'Israël contrôle, à l'est de la ligne jaune. Par exemple, à Rafah, où l'Émirat semble prêt à investir jusqu'à 1 milliard de dollars dans la reconstruction. Et, vous savez, dans cette zone où les FDI sont aux commandes, vous pourriez le faire. Et ce serait une bonne chose. Oui, eh bien, ce serait une possibilité.
Bien sûr, Israël frappe la partie de Gaza que le Hamas contrôle encore. Ils ne peuvent vraiment rien faire contre les tunnels, et les tunnels sont vraiment la clé pour qu'ils gardent le contrôle, n'est-ce pas? C'est une partie de la réponse. L'autre est qu'ils ont beaucoup d'armes. Des milliers et des milliers et des milliers. Nous avons tous entendu l'estimation, 60 000. Les Israéliens tentent quelque chose ici. Nous lisons sans cesse des articles sur l'aide israélienne à d'autres groupes dans la partie ouest de Gaza qui résistent au Hamas, qui se battent contre le Hamas. Nous verrons cela continuer pour le reste de cette année également. Nous sommes tous les deux assez âgés pour nous souvenir quand Ariel Sharon pensait que la solution pour la Judée et la Samarie étaient les ligues villageoises. Ce type de proposition fonctionne-t-il vraiment? Est-ce que quelqu'un peut vraiment s'opposer avec succès au Hamas depuis l'intérieur de Gaza parmi les Palestiniens? Ou bien est-ce vraiment un rêve impossible? Oui, vous savez, comme vous le savez, il y a un long débat ici. Le début du péché ici a probablement été Oslo et le retour de Yasser Arafat de l'exil. Et je pense aussi, il n'était pas inévitable que cela se produise à Gaza. Le Hamas a pris le contrôle. Et à l'époque, le Premier ministre Sharon a dit « Vous savez, si nous sommes attaqués depuis Gaza, nous riposterons. » Et Israël ne l'a pas fait. Maintenant, vous pouvez l'attribuer à la mauvaise santé de Sharon. Et une partie de cette période initiale est quand il était entre son premier et son deuxième AVC, vous pouvez l'attribuer à une mauvaise politique, à un manque de volonté de la part du gouvernement israélien. Mais le Hamas était alors relativement faible. Nous parlons de la fin de l'année 2005, donc je ne pense pas que c'était inévitable, mais c'était évidemment l'objectif du Hamas. Et les Israéliens n'étaient pas beaucoup intervenus à ce moment-là. Donc, vous voyez? Eh bien, c'est ça le problème. Quand on se lave les mains d'une zone, on ne va pas vraiment être pressé d'y retourner malgré, vous savez, les menaces. C'est ça. Ou y retourner plus souvent qu'une fois tous les 2 ou 3 ans. Donc, ça en a été un tournant quand le Hamas a commencé à se reconstruire et Israël ne les a pas arrêtés, y compris pour les empêcher de lancer des roquettes sur Israël. L'autre tournant a été la prise de contrôle par le Hamas, c'est-à-dire quand ils ont expulsé le Fatah. Et à ce moment-là, il semblait que l'autorité palestinienne du Fatah avait un avantage militaire sur eux. Théoriquement, ils avaient environ 30 000 hommes sous les armes et le Hamas en avait 10 000. Et je pense que ces deux chiffres étaient faux. Le Hamas en avait plus. Et l'autorité palestinienne en avait moins parce que, dans des milliers de cas, il s'agissait de fantômes. C'est-à-dire, vous savez qu'un capitaine déclarait avoir 500 hommes sous ses ordres pour pouvoir toucher 500 salaires. Vous savez, comme un travailleur dominé par la mafia. Des emplois fictifs et, vous savez, des postes inexistants. Oui, Et il ne le ferait pas. des emplois sans travail. Donc, quand la crise est arrivée, il n'a fallu, si je me souviens bien, que 6 jours pour que le Hamas écrase complètement le Fatah à Gaza. Et c'est là que la pire période a vraiment commencé, parce que le Hamas était alors entièrement aux commandes. Votre question était vraiment, est-il concevable qu'Israël puisse soutenir suffisamment d'opposants palestiniens au Hamas pour vaincre le Hamas ? Ce serait un effort majeur et continu qui n'aurait aucun soutien en dehors d'Israël, y compris peut-être de la part des États-Unis. Parce que c'est une formule pour des frictions et des combats continus. Et je dirais que le président Trump ne veut pas de cela. Je veux dire, il veut la stabilité, comme il le souhaite au Venezuela. Oui, il ne veut pas d'une guerre civile palestinienne. Mais c'était comme la logique d'Oslo de Rabin qu'Arafat allait combattre le Hamas et qu'il n'aurait pas la Cour suprême israélienne pour lui dire quoi faire. Mais cela n'a jamais fonctionné. Non.
Il est vrai, bien sûr, que le Fatah et le Hamas sont des ennemis de longue date. Mais il est également vrai que le Hamas est tout simplement beaucoup plus fort. Cela semble être le cas. Ses cadres sont plus engagés idéologiquement. Et sa direction, bien que corrompue, l'est moins. Et je suppose que l'idée, c'est que chaque fois que quelqu'un a essayé cela, il est dépeint comme un traître dans la culture politique des Palestiniens, qui est en quelque sorte fondée sur la résistance à Israël et le conflit armé. Donc, c'est toujours une impasse. C'est le cas, c'est pourquoi je ne suis pas du tout optimiste quant à l'avenir de l'ouest de Gaza. Je veux dire, le résultat ici, du point de vue de la sécurité nationale israélienne, est d'une certaine manière positif. C'est-à-dire que la taille du territoire contrôlé par le Hamas a été réduite de moitié. Et il y a des zones tampons très importantes au nord, au sud et à l'est de cette zone contrôlée par le Hamas. Et Israël a gardé le contrôle de la frontière avec l'Égypte. Tout cela représente des avancées très significatives. Donc, pour le Hamas, se réarmer avec le type d'armes lourdes qu'il possédait auparavant serait très difficile. C'est un véritable progrès. Mais le type de reconstruction dont tout le monde parle, celui d'une nouvelle Gaza qui repose sur la sécurité, je pense qu'il n'y a aucune raison de croire que cela arrivera. C'est ça. Eh bien, au-delà de Gaza et du Conseil de la paix, je pense qu'une question plus large qui doit être abordée est de savoir quoi penser de la politique étrangère américaine sous Trump 2.0. La stratégie de sécurité nationale qu'ils ont dévoilée il y a quelques mois visait à accorder une plus grande attention aux Amériques et à la Chine et moins à l'Europe et au Moyen-Orient. Pourtant, en dehors du Venezuela, nous n'avons pratiquement parlé que des relations avec l'Europe, nos alliés de l'OTAN et le Moyen-Orient. Qu'avez-vous pensé de ce document? Et bien sûr, la politique n'est pas toujours la même chose que les documents sur la doctrine, mais pensez-vous que cela nous donne des indications sur le comportement de cette administration? Oui, je pense que si vous prenez la stratégie de sécurité nationale, la stratégie de défense nationale et la conférence de Munich sur la sécurité, qu'est-ce que l'administration dit? Le secrétaire d'État Rubio, le vice-président Vance, ces documents ont certainement attiré l'attention sur l'hémisphère occidental. Que cela serve de justification pour le Venezuela a posteriori, c'est une autre question. Mais ils ont clairement laissé entendre que nous aimerions voir le gouvernement de Cuba tomber et simplement chasser ces éléments étrangers de l'hémisphère occidental, des éléments étrangers liés à la Chine, à la Russie, à l'Iran. C'est assez clair, je pense. Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est ce côté transactionnel. Vous l'avez entendu par exemple de la part du sous-secrétaire à la Défense, Elbrid Colby, à Munich, où il a dit « Nous devons construire des relations sur la base de ce qui dure vraiment et compte, les intérêts pas sûrs. » Des questions qui vont et viennent. Et lui, vous savez, Shibboleth était un mot qu'il a utilisé, les valeurs. Et cela me semble inquiétant parce que c'est complètement faux. Je pense que les valeurs sont beaucoup plus durables et significatives. Si vous me demandez par exemple les intérêts, est-ce dans notre intérêt d'avoir un traité de défense avec l'Allemagne? Eh bien, ma réponse est, sommes-nous en 1939 ou en 1949? Nos intérêts changent. Si vous me demandez s'il est dans notre intérêt que l'Allemagne soit un pays démocratique qui respecte les droits de l'homme, cela ne changera jamais. La réponse est oui. Donc je pense que l'idée qu'a l'administration de minimiser l'importance des valeurs de la démocratie, de la liberté, des droits de l'homme dans nos alliances est une erreur. Parce que c'est au cœur de nos plus grandes alliances, le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, les Philippines, en Asie, les alliés de l'OTAN. Bien sûr, certains pays alliés ne sont pas des démocraties, mais restent d'excellents partenaires, comme les Émirats arabes unis.
Mais les fondements de nos alliances sont, je dirais, basés sur des valeurs, y compris notre alliance avec Israël. Donc cela m'a inquiété. Je dirais une autre chose ici, et c'est une sorte d'étrange écho à Barack Obama, mais je pense que l'administration sous-estime l'importance d'avoir des alliances. Je pense que le président Barack Obama considérait un peu les alliés comme un fardeau et un boulet. J'aimais les institutions multilatérales, ce qui n'est pas le cas de cette administration. C'est vrai. Je pense que l'administration voit toutes ces alliances comme des problèmes. Je dirais que c'est l'une des choses qui nous renforce tout en affaiblissant la Russie et la Chine. Ils n'ont pas vraiment d'alliance. Ils ont des intérêts communs entre eux pour s'opposer à nous. Mais qui sont les alliés de la Chine? Peut-être la Corée du Nord? Peut-être même eux, oui. Oui, et nous avons ces alliances mondiales. Donc, je suis inquiet à cause de ces documents. Le secrétaire d'État Rubio a prononcé, à certains égards, un très bon discours, et les Européens l'ont apprécié. Mais savez-vous quel mot manquait vraiment dans son discours, ce qui était frappant? La Russie. Le mot Russie. Maintenant, nous sommes à un moment où il y a la plus grande guerre terrestre en Europe, la plus importante depuis la Seconde Guerre mondiale. La Russie a envahi un pays indépendant, l'Ukraine, a tué des dizaines de milliers de personnes et a pris une partie de son territoire. C'est la préoccupation majeure des Européens. Et c'est une conférence sur la sécurité en Allemagne et vous n'avez pas mentionné la Russie. Il a mentionné l'Union soviétique dans une perspective historique. Donc je m'inquiète de la dévalorisation de nos alliances clés par cette administration. Eh bien, je suppose que l'administration répondrait, sans parler au nom de Marco Rubio ou de J.D. Vance, que si vous décrivez la Russie actuelle comme étant sur le point d'agir, ce que font certains alliés européens, comme si la Russie menaçait d'envahir toute l'Europe de l'Ouest. Je suppose que leur réponse serait que nous sommes en 2026, pas en 1987, quand l'Union soviétique, avec ses alliés du pacte de Varsovie, était stationnée au milieu de l'Allemagne. Le pacte de Varsovie est mort depuis longtemps, et la Russie n'arrive même pas à conquérir l'Ukraine. Alors pourquoi les États-Unis devraient-ils faire une fixation sur la Russie? Parce que c'est un de nos ennemis. Parce que ce que la Russie et la Chine ont en commun, c'est un fort désir de détrôner les États-Unis en tant que pays le plus puissant du monde et centre d'un ensemble d'alliances mondiales. Donc je pense qu'ils sont dangereux pour nous et capables de nous faire beaucoup de mal. Je veux dire, le président a certainement raison, à mon avis, de suggérer que les Européens doivent faire beaucoup plus pour leur propre défense. Et il a raison de dire, en fait, c'est le vice-président qui a été clair à ce sujet, que vous, leur niveau de vie, leur état-providence, leur capacité, vous savez, à prendre leur retraite tôt. Tout cela repose en partie sur le fait qu'ils n'ont pas eu à dépenser d'argent pour leur propre défense. Dire cela suffit pour penser, c'est insensé, pourquoi l'accepterions-nous? Beaucoup de présidents s'en sont plaints, mais ils n'ont rien fait à ce sujet jusqu'à ce que Donald Trump ait son forte insistance sur ce point et fonctionne. Mais ensuite, il y a des erreurs non provoquées de notre part, comme je dirais le Groenland, sur l'importance duquel, je pense, le président a raison étant donné sa géographie. Je pense que lorsqu'on examine ce que nous ferons et les accords à conclure avec le Danemark, à propos de ou que nous avons déjà conclus, concernant la possibilité d'inclure activement le Groenland dans notre défense. Contre des attaques dans l'Arctique par les Russes, nous aurions pu avoir cela lors d'une réunion d'une journée. Et la crise était inutile.
Eh bien, je suppose que, vous savez, l'une des choses que j'aimerais demander, et donc pour approfondir un peu plus sur Munich, c'est que les nations de l'OTAN étaient, comme vous l'avez dit, ravies que ce soit le secrétaire d'État Marco Rubio qui leur parle et non le vice-président J.D. Vance. Mais même si le discours de Rubio était plus apaisant, ou du moins moins conflictuel, ce n'était pas le fond du discours, comme je pense que vous y faites allusion. Au moins avec le fait qu'il n'a pas parlé de la Russie. Et il était très concentré sur la défense de la civilisation occidentale et le mépris pour l'ONU, tout à fait dans la même lignée que le défi lancé par Vance. Oui et non. Oui, il les poussait vraiment très fort. Mais il y avait aussi des passages presque lyriques dans le discours sur notre histoire commune, nos valeurs partagées, notre foi commune. Donc ce n'était pas... Je pense à un continent qui, en théorie, n'est pas très intéressant. Beaucoup de ces parties, c'est vrai. Mais ça ne transparaissait pas. On n'aurait pas dit quelqu'un dont la véritable attitude envers eux était le dégoût. On aurait dit quelqu'un dont la véritable attitude était l'inquiétude, la préoccupation, l'espoir que les choses puissent changer. Alors que je pense que Vance paraissait méprisant et condescendant, ce qui n'est tout simplement pas malin sur le plan tactique, parce que ce n'est pas comme ça qu'on obtient plus d'efforts de leur part. Et le problème avec ça, en particulier, c'est si vous faites ça à ce moment-là. Nous suggérons que nous pourrions utiliser la force militaire contre le Groenland, contre le Danemark, un allié de l'OTAN, pas contre la Russie. L'effet ne sera pas bénéfique. Et d'ailleurs, ça vaut la peine de le mentionner, il y a de bons alliés de l'OTAN et de mauvais alliés de l'OTAN, comme le Canada, par exemple, qui avait c'était une grande alliance. Partenaire de la Seconde Guerre mondiale, le Canada, au cours des dernières décennies, sous tous ses gouvernements, a fait très peu et n'a rien dépensé pour sa défense. Le Danemark a été un très bon allié et était avec nous, par exemple, en Afghanistan. Un allié vraiment fiable. Oui, c'est un très petit pays, mais une alliance est composée de tout un tas de pays, pas seulement d'un ou deux très grands. Et je ne pense pas qu'ils méritaient le traitement qu'ils ont reçu. Eh bien, on ne parle plus autant du Groenland depuis que Donald Trump en a parlé à Davos le mois dernier. Il y avait un véritable problème stratégique sous les fanfaronnades, et cela a affolé les Danois et les autres Européens. Mais c'était lié à la question de savoir s'ils étaient prêts à payer pour leur propre défense, plutôt que de simplement profiter du parapluie de défense américain. Alors, au final, était-ce simplement Donald Trump qui provoquait ses détracteurs, les gens qu'il n'aime pas, plutôt qu'une véritable menace ? Vu d'aujourd'hui, oui, c'est ce qu'il semble. Vous savez, c'est facile de donner des conseils, n'est-ce pas? Surtout avec le recul, après coup. Mais concernant les menaces que le président a faites à propos de l'OTAN en général, nous n'allons pas porter ce fardeau indéfiniment. Si vous ne voulez pas vous défendre, pourquoi devrions-nous le faire? Voilà le type de remarque. Ça a marché. Et aucun président avant lui n'a réussi à les faire dépenser plus pour la défense. Oui, Vladimir Poutine a aussi un peu de mérite pour ça, non? Parce qu'il les a effrayés. Mais l'approche du président et sa rhétorique ont fonctionné là où celles de ses prédécesseurs n'ont pas réussi à pousser les Européens à en faire plus. Je distinguerai cela du cas du Danemark, du Groenland, où, encore une fois, je pense que si nous étions allés à des réunions secrètes avec les Danois et avions dit « Écoutez, nous avons une menace accrue dans l'Arctique », cela va continuer pour les décennies à venir. Nous avons un traité de 1951. Nous avons en fait abandonné environ 11 bases au Groenland. Nous pourrions vouloir les récupérer. Je pense que nous aurions eu un oui, surtout sans la tempête et les difficultés que nous avons traversées. Et encore une fois, je pense que les Danois, en tant que très bons alliés, ne méritaient pas cela. Je pense que c'était simplement une erreur. Eh bien, permettez-moi de vous demander d'enlever un instant votre casquette du Conseil des Relations étrangères et de mettre votre kippa tikva. Vous êtes profondément investi non seulement dans la promotion de la vie juive, mais aussi dans la lutte contre l'antisémitisme. Je pense que la plupart de ceux qui sont impliqués dans cet effort se sont préparés et concentrés sur la menace de l'antisémitisme venant de la gauche, ou du moins ceux d'entre nous, disons, qui sont plutôt à droite, par opposition à la gauche.
Depuis les attaques du 7 octobre, une vague de haine contre les Juifs a touché les campus et d'autres lieux. Mais ces derniers mois, il n'y a pas eu de... On ignore la montée d'un problème inquiétant et croissant d'antisémitisme de droite, qui ne se limite pas seulement à quelques podcasteurs connus, mais inclut aussi de nombreuses personnes considérées comme faisant partie de la coalition de Trump. Étant donné la position de neutralité publiquement affichée du vice-président Vance concernant le débat sur l'antisémitisme à droite qu'il a exprimé lors du forum Turning Point États-Unis en décembre. Et étant donné qu'il est actuellement, même 2 ans à l'avance, le favori évident pour l'investiture républicaine de 2028, où cela laisse-t-il les Juifs conservateurs et pro-Israël comme vous pour l'avenir? Je pense que c'est un véritable défi et un réel danger. Et je pense que vous avez raison de mentionner le vice-président Vance, parce que lui et évidemment le président Trump sont vraiment en position de faire quelque chose qui serait significatif et rapide. Les gens, je pense, font justement référence à l'époque où le gardien était William F. Buckley Jr. et à ses commentaires sur Pat Buchanan et d'autres, et à l'exclusion du véritable antisémitisme du mouvement conservateur. Je pense que le président et le vice-président pourraient le faire. Je pense qu'ils pourraient faire comprendre à, par exemple, un exemple important, Tucker Carlson, qu'il a dépassé les bornes, qu'il est allé trop loin. Et peut-être qu'ils peuvent le faire bouger. Peut-être qu'ils ne pourraient pas, mais au moins ils seraient en train d'énoncer les normes qu'ils pensaient devoir s'appliquer au Parti républicain. Et le refus de le faire, je veux dire, le président a dénoncé l'antisémitisme, mais il a dénoncé l'antisémitisme après avoir reçu Tucker Carlson à la Maison-Blanche 2 fois en janvier. Donc, si vous voulez, ça ne compte pas. Je le ferai. Donc, je pense que c'est très réel et je pense que c'est très inquiétant. Je pense vraiment que pour les Juifs américains, il est plus important de concentrer nos efforts sur nous-mêmes plutôt que sur les antisémites. J'ai écrit un livre intitulé « Si vous le voulez » il y a 2 ans, qui parlait vraiment de ce que nous pouvions faire pour renforcer notre communauté. Et je pense que la meilleure réponse, je pense qu'il y a 2 réponses à l'antisémitisme. L'une d'elles est de construire une meilleure communauté juive, de construire une communauté juive plus forte, et l'autre, c'est faire respecter les lois, les règles et les règlements. Et ce que nous avons vu dans tant d'universités, par exemple, c'est le refus, l'échec de le faire. Les Juifs ne demandaient rien de nouveau. Réécrire toutes les règles parce qu'elles ne leur convenaient pas. Non, appliquez-les. Appliquez-les de la même manière qu'elles seraient appliquées, disons, contre des racistes. Appliquez-les contre les antisémites. Cela n'était pas fait. Donc oui, nous avons absolument le droit d'exiger cela. Mais je pense que la meilleure réaction est de renforcer la communauté juive américaine. Oui, eh bien, je pense que vous avez raison à ce sujet. Et évidemment, c'est exactement ce que Tikva cherche à faire. Cette discussion a vraiment pris de l'ampleur le mois dernier, notamment après le discours de Bret Stephens, qui a affirmé que nous devrions arrêter de nous concentrer sur l'antisémitisme, car c'est un virus indestructible, ce qui est vrai. En s'inspirant de vos ouvrages, il suffit de se concentrer sur la construction de la vie juive. Mais pensez-vous que cela signifie, vous savez, oublier simplement l'antisémitisme, arrêter de s'inquiéter de le combattre? Est-ce une stratégie viable alors que la haine des Juifs augmente à gauche comme à droite, avec un maire de New York antisioniste et certaines des voix de droite les plus virulentes obsédées par des théories du complot antisémite? Je n'irai pas aussi loin que Bret Stephens, qui semblait suggérer d'abandonner la lutte contre l'antisémitisme, car une grande partie de ce qui est fait contre les Juifs est criminel. Je ne pense pas que nous devrions laisser passer des formes de discrimination et de haine qui sont illégales ou, dans les universités, qui enfreignent des règles qui existent depuis des décennies et des décennies. Et ces efforts, par exemple, pour franchement expulser certaines des personnes impliquées qui ne sont pas américaines, je les soutiens généralement.
Je ne pense pas que nous ayons besoin de faire venir des gens dans ce pays pour qu'ils se livrent à des actes qui sont premièrement criminels et deuxièmement haineux envers les Américains. Donc, je ne pense pas que la seule chose que nous devrions faire soit, par exemple, de construire plus d'écoles juives. Même si nous devrions le faire. Ce que nous devrions absolument faire. Mais, vous savez, cela rappelle un peu le débat à l'époque du mouvement des droits civiques, lorsque les États-Unis ont adopté de nouvelles lois sur les droits civiques. Et l'argument de certains contre ces lois était qu'on ne peut pas légiférer sur la morale. Et il s'est avéré que c'était, je dirais, faux. On pouvait, parce que la législation rappelait à tout le monde que ceci est bien et cela est mal. Nous avons des normes morales, nous avons des normes historiques et des lois constitutionnelles. Je pense qu'il est aussi important de le faire face à l'antisémitisme. Et de rappeler aux gens que, par exemple, harceler un étudiant juif sur un campus universitaire n'est pas permis. Cela peut être un délit. Cela devrait en tout cas vous faire expulser. Qu'un professeur s'en prenne à un étudiant juif ou à un étudiant israélien, ou qu'il enseigne une vision grossièrement biaisée de ce qui se passe au Moyen-Orient. D'accord, ce n'est peut-être pas un délit, mais cela devrait être une violation des normes académiques qui entraîne une forme de sanction. Donc je pense que nous... Et on peut même dire que, puisqu'on parle du mouvement des droits civiques, c'est une violation du Civil Rights Act. Oui. Donc je ne pense pas que nous ne prenions soin que de nous-mêmes. Et je pense que nous devrions demander aux autorités, aux maires, aux gouverneurs, aux chefs de la police, aux présidents de l'université, de faire appliquer les lois et les règles qui existent pour protéger, dans ce cas, les Juifs et les Israéliens dans certains cas. Mais je pense en fait que renforcer l'identité des Juifs américains à travers des choses comme les écoles juives, les colonies de vacances juives et un ingrédient clé, à mon avis, le temps passé en Israël, devrait être au centre des activités juives américaines. Et je pense d'ailleurs que cela arrivera. C'est-à-dire, si vous comparez, disons, l'an 2000, choisissez une année, 2025 à 2035, je pense que vous verrez, vous commencez déjà à voir une expansion de l'enseignement juif. Et vous savez, selon la nouvelle loi fiscale, il y a une opportunité. Il y aura, dans les États qui choisissent d'y participer, la possibilité pour les gens d'obtenir un crédit d'impôt de 1 700 $. Pour les dons aux écoles juives, aux organismes qui financeront les écoles juives, c'est sans frais si vous êtes un contribuable. C'est un crédit, pas une déduction. Et si vous imaginez des millions de juifs faisant cela, on parle de centaines de millions de dollars. Cela serait disponible pour financer l'éducation juive et évidemment pour les écoles catholiques grâce aux catholiques et ainsi de suite. Mais nous pourrions voir une véritable expansion de la disponibilité de toutes sortes d'éducation juive aux États-Unis. Mais je reviens à votre point, l'expansion de l'antisémitisme à gauche comme à droite est très préoccupante. Vous pouvez trouver certaines statistiques qui suggèrent que nous exagérons peut-être la situation. Puis vous rencontrez quelqu'un comme Rod Dreher qui dit « Non, vous n'exagérez pas du tout. C'est un problème gigantesque, principalement lié à l'âge qui touche particulièrement les jeunes. » Certains jeunes évangéliques et certains jeunes catholiques, et en particulier, il semble, les nouveaux convertis au catholicisme. Oui, c'est un défi à relever. Je pense que c'est un bon moment pour conclure. Merci beaucoup, Elliot, de nous avoir rejoints. Comment le public peut-il découvrir Tikva et suivre votre travail? Pour le travail sur la politique étrangère, il suffit d'aller sur le site du Conseil des relations étrangères, cfr.org. Dans la rubrique des experts, cliquez sur mon nom pour trouver tout ce que j'écris, ainsi que des webcasts et podcasts. Pour Tikva, c'est tikva.org et vous verrez ce que Tikva fait. Nous avons ouvert notre propre école à Manhattan.
Nous faisons beaucoup de choses avec les universités, avec les écoles juives, en particulier avec l'Université de Floride et l'Université du Texas. Il y a donc énormément de choses qui se passent pour les gens à partir du collège, puis au lycée, à l'université et bien sûr à l'âge adulte. Alors, jetez-y un œil. Oui, tout à fait. Merci aussi à notre public. Écoutez chaque jour l'édition quotidienne de Jonathan Tobin, disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et que vous nous écoutiez sur l'une de ces plateformes, que vous nous regardiez en direct sur Facebook, X ou sur la chaîne YouTube de JNS, merci d'aimer et ou de vous abonner à JNS. Cliquez sur la cloche pour recevoir les notifications et laissez-nous de bons avis. Écrivez-nous à thinktwiceens.org. Dites-nous où vous écoutez ou regardez l'émission et ce que vous en pensez. Souvenez-vous, lisez et réfléchissez par vous-même. Rendez-vous la semaine prochaine.